Bonjour, Dominique Jacob, architecte à l'agence Jacob McFarlane, agence que j'ai créée avec mon associé Brennan McFarlane en 1998. On a une architecture qui est très spatiale, qui est très volumétrique. On a commencé plutôt à vraiment construire avec des maquettes. Ce ne sont pas des dessins, ce ne sont pas des plans, des coupes, ce sont des volumes. Pour moi, l'architecture, c'est un volume, c'est un espace. Comment est la lumière, comment est l'air, quelles sont les vues. Je décrirais notre architecture comme des expérimentations. Il y a toujours une grande importance apportée aux principes constructifs, que ce soit en métal, que ce soit en bois. On est vraiment plutôt une agence tournée vers la construction sèche depuis le début, parce que la construction sèche, en fait, je trouve, nous permet d'être le plus finalement proche du corps, la plus adaptable, la plus transformable. Moi, j'ai toujours un plaisir à discuter avec les personnes qui sont dans nos bâtiments, parce que souvent ils nous disent « Ah, tu as fait ça parce que vous avez pensé à ça ». Non, mais j'adore, parce que là, ça veut dire qu'on a réussi quelque chose, c'est que le bâtiment questionne la personne et du coup, elle met en relation les événements et elle les met en relation par rapport finalement à ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a comme bagage. Et c'est là où je trouve que c'est extrêmement riche, c'est qu'on n'essaye pas dans quelque chose qui se réduit, mais dans quelque chose qui s'ouvre. Et dans le retour qu'on a des usagers, on le ressent très bien. Dans les concours, j'introduis toujours la règle environnementale. C'est essentiel. Ça devient le critère 1 avant le critère esthétique. Par contre, pour moi, il ne faut pas perdre la notion que l'architecte, il fait aussi quelque chose de beau, tout simplement. L'un n'efface pas l'autre. Le critère environnemental est essentiel, mais c'est là aussi le travail de l'architecte de donner une cohérence urbaine à ce qu'il réalise. Faisons travailler les urbanistes et les architectes ensemble, qui est cette cohérence, parce que c'est au moment de ces décisions sur la ville, finalement, comment je veux transformer la ville, comment je crée ce lien de biodiversité, comment j'amène des îlots de fraîcheur. C'est vraiment, je veux dire, un travail collaboratif entre architectes et urbanisme. Donc là aussi, faisons les choses ensemble et essayons déjà d'augmenter les ressources que nous avons en les utilisant au lieu de construire de nouveaux bâtiments. On a beaucoup de centres-villes qui sont extrêmement denses, qui sont saturés. Et finalement, quand on va dans les territoires, il y a plein de villes moyennes qui sont extrêmement intéressantes, qui sont très belles. Mais les centres-villes sont vides. Donc je pense que là, on a aussi une obligation, quand on fait cette analyse, on va dire, urbaine, je suis dans ce quartier, qu'est-ce qui est vide, qu'est-ce qui n'est pas utilisé? Et peut-être qu'on se rendra compte qu'une usine n'est pas utilisée, peut-être qu'un théâtre n'est pas utilisé, peut-être qu'une église n'est pas utilisée. Dans ce cas, changeons les usages, transformons. Est-ce que c'est du bureau en logement, du logement en bureau, une église en école? Enfin, tu vois, n'ayons pas peur. Éviter l'étalement urbain, analyser ce qui existe, comment le conserver, comment le transformer, comment lui donner de nouveaux usages. Ça, c'est le numéro 1. Comment garder le maximum d'espace de pleine terre. Comment recréer des liens de biodiversité dans la ville. Parce que la ville a coupé la biodiversité. Jusqu'à maintenant, on a séparé le verre du bâtiment. Tu avais un verre au milieu, et tu avais la rue, tu avais le trottoir. Et finalement, tu avais le bâtiment. Et finalement, tu observes que des fois, dans certaines anciennes cités anglaises, les jardins sont beaucoup plus proches des bâtiments et finalement, ils amènent de la fraîcheur aux bâtiments. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver vraiment à faire en zone urbaine, arriver à faire des îlots de fraîcheur qui rafraîchissent l'environnement. Les solutions les moins polluantes sont de ne pas démolir ce qui existe, mais de garder au maximum ce qui existe. Justement, les constructions existantes sont souvent en béton armé. Donc finalement, on ne démolit pas ce sacré béton, mais on le conserve, mais on n'en construit pas non plus. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, les extensions qu'on réalise, elles sont plutôt en construction légère. Et ça veut dire qu'à un moment, on pourra peut-être aussi plus facilement les démonter s'il y a un besoin. On évite de travailler avec le béton, depuis toujours. On a commencé à beaucoup travailler avec le métal. Et maintenant, on travaille surtout avec le bois, parce qu'il est quand même la meilleure bilan carbone. Et on commence à travailler avec la pierre quand c'est une ressource locale possible. On fait des prototypes en ce moment aussi en terre compactée. Et donc dans la terre, tu analyses la terre qui est à proximité. Est-ce qu'elle est suffisante ou est-ce que tu dois faire des rajouts de terre qui viennent un peu plus loin pour que l'ensemble fonctionne?
C'est pour ça que j'essaie de dire, il n'y a pas un dogme, il n'y a pas une recette. Ce qu'il faut, c'est je suis là, qu'est-ce qui existe, comment je peux transformer, et ensuite, quelles sont les ressources qui sont autour. On a toujours essayé de travailler à partir de l'humain, des flux, de se sentir bien dans un espace. C'est-à-dire que les flux, pour nous, c'est vachement important. C'est ce que tu as dans les bâtiments de la Cité de la Mode. Ou pareil, tu as donc toute une structure en acier en verre qui accompagne les mouvements. Mais par contre, tu vois bien que dans ce bâtiment des docks, il a aussi été force de proposition d'un point de vue environnemental, en voulant conserver le bâtiment. Et finalement, en faisant avec ce qu'il y avait et en venant y installer quelque chose de léger. Il y a, on va dire, une coexistence des deux. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas non plus voir dans ce qu'on fait maintenant que le côté environnemental, qui est à la force de l'architecte. C'est aussi l'intégration urbaine, c'est la force urbaine. Et c'est aussi de rendre les usages, d'apprécier finalement l'usage qu'on va faire du bâtiment, d'avoir un plaisir. Il ne faut pas l'oublier. On veut rendre le bâtiment le plus accessible possible, le plus fluide possible. Quand je regarde ton architecture, elle impressionne par ses façades, mais vous portez énormément d'attention sur plein de petites choses. On vient de parler de la fluidité, on vient de parler du mouvement, mais on pourrait parler également d'autres choses pour les usagers, qui sont les vues, l'acoustique ou le confort également. Ça, c'est une grande, en fait, c'est un sujet que je n'ai pas encore résolu. C'est qu'on a une architecture qu'il faut aussi voir de l'intérieur. Les gens qui ne s'arrêtent qu'à l'extérieur comprennent la moitié. On a un retour complètement différent des gens qui sont rentrés à l'intérieur du bâtiment et qui ont compris. On a l'impression que votre architecture est une architecture comme un objet placé là, alors qu'il est hyper contextualisé. C'est une contradiction, on l'a constaté, elle est comprise comme cela, parce que je pense que certaines personnes aussi essaient de le comprendre comme cela, mais c'est surtout pas un objet posé. Un cube orange, il ne sera pas à Paris et il ne sera pas à Reykjavik. Et le projet de Reykjavik, il ne sera pas au Caire, là où on fait maintenant un projet d'université. On a besoin de rentrer dans nos projets pour les comprendre. On ne peut pas les comprendre que de l'extérieur. Il y a une chose importante également dans votre architecture, c'est la couleur. Pour nous, c'est comme une matière. Quand on travaille une matérialité, il y a certains contextes, comme Confluence, comme les docks, étaient dans un contexte qui avait besoin finalement d'un renouveau, d'une renaissance, d'une vie, d'une joie. Lyon, oui, c'était un site en noir et blanc. À part les quelques éléments industriels, comme des grues qui étaient d'un bleu électrique, où il y avait du noir aussi sur certains silos. Et quand ça a été c'était une réaction au site, si on veut venir habiter le site, finalement, on vient signifier une nouvelle présence. Avec finalement cette couleur-là, c'est orange et le vert, qui est un peu en référence à des couleurs industrielles qu'on pouvait trouver sur certains éléments du port. Sur les docks, le site dans lequel on s'est inséré est finalement devant une série de bâtiments de bureaux tertiaires, qui est le tertiaire que je critique, qui sont des immeubles de verre uniformes. On a l'impression qu'on est un numéro à l'intérieur. Et pour nous, on ne pouvait pas se fondre dans ça. Donc on est dans la colorimétrie du fleuve. On se dit non, on a les arbres qui l'ont choqué, ça c'est superbe, on les a. On a le bâtiment et on a la Seine qui est quand même pas bleue, elle est plus un peu verdâtre que bleue. On se dit on se met dans la thématique naturelle. Par contre, à l'inverse, le projet de logement Hérold qu'on a fait à Paris dans le 19e arrondissement, qui est dans un site où il y a des HBM, des habitations à bon marché, qui sont les premiers logements sociaux dans Paris, au début, dans les années 1920, qui sont en briques. Donc on est tout au long du boulevard, ce sont des bâtiments en briques. Et là, on voulait plutôt, c'est du logement, donc on s'intègre dans un quartier. C'est un projet qu'on a fait en béton, on n'a pas vu comment celui-là était en béton. Et on l'a fait en béton autoplaçant, couleur argile. Donc là, on a plutôt mis une couleur dans le béton qui faisait qu'elle était, finalement, elle s'intégrait dans un contexte.
Les territoires nous amènent une solution, l'idée. On construit un projet maintenant en Égypte, là on est dans le désert. Le territoire nous inspire parce que dans ce projet il y a du vent, donc on essaye de garder le vent qui rafraîchit, qui fait office de ventilateur. L'idée de se protéger du soleil, donc on fait une canopée photovoltaïque qui projette de l'ombre. Mais c'est vrai que ces territoires nous amènent chaque fois à être une force de proposition pour une architecture. On adore découvrir les territoires et finalement s'intégrer dans ces contextes. Et souvent nos idées viennent en parlant. Quand on parle aux personnes qui sont autour et elles nous disent souvent il y a un truc qui ne marche pas du tout dans ce site, c'est ça peut être, je sais pas, n'importe un sujet simplement, cet auvent, le bruit des voisins. Mais en faisant parler les personnes qui vivent, en fait, elles sont source de révélations qui sont, on pourrait croire au début, pas corrélées à l'architecture, mais qui finalement si, parce qu'elles sont corrélées à leur manière de vivre. La concertation est primordiale. Et elle est dans un libre-échange créatif. Notre architecture est finalement une inspiration du territoire, une contextualisation par rapport à l'existant et une amélioration par rapport à la concertation. Exactement, merci. Monsieur Emma, très bien résumé.